Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver ce soir pour un événement exceptionnel, organisé un jour tout aussi exceptionnel. Nous sommes en direct à Midi Libre pour le JT du MEDEF ce mercredi 19 mai 2021 qui marque le retour à la vraie vie après des mois de confinement. On va évidemment beaucoup en parler tout au long de cette émission organisée ici en public dans le respect évidemment des règles sanitaires. À mes côtés, de nombreux invités, des chefs d'entreprise, des acteurs engagés de l'économie départementale. Je me tourne vers l'un d'entre eux, Samuel Hervé, bonsoir. Bonsoir Olivier Biscay. Vous êtes le président du MEDEF Hérault Montpellier. Nous allons co-animer ce JT tout au long de cette soirée. Un rendez-vous avec pour fil rouge la résilience et les solutions, c'est bien ça ? Exactement Olivier. L'idée de ce JT, c'est de à la fois avoir un devoir de mémoire, se rappeler ce que nous venons de traverser, cette crise qui n'est pas tout à fait terminée, et au-delà de l'avant ou le pendant de la crise, il va falloir vivre avec la crise et puis imaginer et repenser sans doute l'après de la crise. Et c'est pour ça qu'avoir comme grand témoin un navigateur qui connaît les tempêtes, qui sait changer de bord et qui sait chercher les alizés me semblait parfaitement tout trouver. Et puis, je vais vous faire une confidence, on s'est accordé avec le président de la République pour coordonner cette soirée avec l'ouverture des terrasses pour fêter ça dignement. Et pour être tout à fait honnête avec vous, je n'imaginais pas d'autre scénario. À vos côtés, Marie Francalanci, vous êtes la présidente de la commission développement événements du MEDEF. Vous êtes, si je puis dire, à l'origine de ce rendez-vous, de ce JT, avec un objectif, penser positif. Alors oui, pour moi, c'est une grande satisfaction en tant que présidente de la commission développement MEDEF d'avoir pu amener à terme mon projet digital et original et de l'avoir effectivement déplacé dans un lieu inhabituel. Le JT du MEDEF, entreprise en avant toute. Donc, la positive attitude en fil conducteur, donner ce souffle qui nous manque et reprendre notre vie comme avant. Sortir des formats habituels, avoir un format beaucoup plus punchy et puis l'installer ici, au cœur de Midi Libre. C'est extraordinaire avec ce plateau génial. Un invité, Quito de Pavin, navigateur solitaire, qui lui va nous mettre aussi en parallèle de l'homme face aux éléments, à des moments terribles et que nous, chefs d'entreprise, nous avons vécu. Donc ça va être un grand moment. Mettre à l'honneur aussi nos partenaires, nos membres. Vous allez les voir tout au long en clip vidéo où vous les verrez in live ici en présence. Le long de l'événement. Et puis c'est aussi le partenariat annuel que nous avons conclu avec le groupe Midi Libre, l'ABECO. Donc là, c'est aussi une grande fierté. C'est créatif, c'est efficace. Et le concours d'Olivier Biscay. Et moi, je dirais aussi également merci à l'équipe du MEDEF, à notre secrétaire général Thierry Marc et l'équipe de Midi Libre. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et en avant toutes. Merci beaucoup Marie Francalanci. Alors on l'a dit, Quito de Pavin, vous serez également tout au long de cette soirée le fil rouge, le témoin, navigateur, on ne vous présente plus, vous avez par 3 fois participé au Vendée Globe et vous en avez essuyé des tempêtes pendant ces Vendée Globe, on peut le dire. La France traverse une tempête, les Français ont essuyé une tempête, une crise sanitaire et économique. Dites-nous comment on se prépare, est-ce qu'on se prépare finalement à affronter des tempêtes quand on est navigateur comme on est chef d'entreprise, mais navigateur? Oui, bien sûr, parce que nous on provoque finalement un peu les emmerdes quand même. Voilà, on va faire des bêtises en traversant les océans et on s'attend évidemment à avoir pas mal de difficultés et on prépare toutes ces difficultés. Alors malheureusement, on espère toujours en avoir moins que les autres, mais bon, finalement l'histoire fait que des histoires il nous arrive beaucoup et finalement on n'est jamais très surpris d'avoir quelques avaries. C'est vrai qu'on prépare beaucoup. Moi, je dis souvent qu'on a plus de chances de croiser la route d'un cachalot que de celle d'un sanglier dans ce qu'on fait. Et c'est vrai qu'on prépare. Il faut être à la fois très optimiste, parce que faire le tour du monde, traverser même l'océan Atlantique à la voile avec nos bateaux idiots, c'est pas toujours facile.
Et il faut être quand même pessimiste, prévoir finalement tout ce qui peut effectivement être plus négatif, voilà, toutes les avaries, tous ces aléas qu'on peut avoir, et il y en a beaucoup. Voilà, donc c'est vrai qu'on... Oui, toujours, parce que finalement c'est pas très grave. Tant que voilà, on passe souvent pas loin de la correctionnelle hein, quand même dans notre métier, mais en général ça se termine bien et puis on oublie vite les mauvais moments pour rebondir sur les bons et on va toujours chercher les meilleurs. Il y a toujours une suite après les déboires. On va y revenir évidemment tout au long de cette soirée. Je vous remercie tous les trois pour ces premiers mots d'introduction. Je vous propose que l'on écoute à présent quelques chefs d'entreprise du département. Ils vont nous dire combien le MEDEF a joué un rôle majeur, considérable, efficace tout au long de cette crise. On les écoute. Pour moi, le MEDEF, c'est du soutien, de l'accompagnement et du conseil. Le MEDEF, c'est un relais dans le conseil, dans l'accompagnement des entreprises et aussi c'est un relais dans la visibilité pour ces différentes boîtes. Pour moi, le MEDEF, c'est engagement, solidarité et performance. Le MEDEF, c'est de l'engagement, c'est du soutien à leurs adhérents et c'est de la vulgarisation des différents dispositifs gouvernementaux qui sont mis à disposition des entreprises. Premièrement, ça a été un vecteur de communication et deuxièmement, ça a été un facilitateur sur certaines thématiques comme le télétravail. Le MEDEF, c'est un lieu de partage et d'échange sur des problématiques communes à toutes les entreprises qui nous permettent d'aller chercher des solutions ensemble pour construire l'avenir des entreprises demain. Retour sur le plateau du JT du MEDEF, ici à Midi Libre. Je vous rappelle que nous sommes en direct. Nous allons ouvrir désormais la séquence bilan. Pour ouvrir cette séquence bilan, j'accueille avec grand plaisir Jacques Mazeran, chef étoilé, on ne vous présente plus également, chef étoilé qui doit être à la fête ce soir parce que les restaurants, les brasseries, les bars sont ouverts après des mois de crise sanitaire, crise économique dans la brutalité. Qu'est-ce que vous en avez retenu de ces derniers mois? Qu'est-ce qu'en a retenu la profession? Bonsoir Olivier Biscay. Bonsoir. Oui, c'est vrai que notre profession a été particulièrement impactée par la crise d'une façon brutale, car en mars 2020, on a eu quelques heures pour fermer tous nos établissements, et surtout durable, parce que ça fait 8 mois, plus de 8 mois même qu'on était fermé, et aujourd'hui on peut rouvrir. Heureusement qu'on a eu les aides de l'État, qui ont permis à un grand nombre d'entre nous de sortir la tête de l'eau. Il a fallu trouver d'autres moyens pour générer un peu de trésorerie dans nos entreprises pendant cette longue fermeture. C'est vrai qu'on s'est tourné beaucoup d'entre nous vers la vente emportée, qui a été variable selon les établissements, selon leur emplacement, selon leur type de cuisine, mais ça a été un plus. Après, avant la crise, on avait des difficultés, on était sous tension pour le recrutement. Et c'est vrai que la crise a accentué ce côté du personnel. On parle de près de 1000 personnes qui sont allées dans d'autres secteurs d'activité. Voilà. Pour résumer un peu cette situation, on s'est aperçu que la restauration et tout ce qui est le tourisme, on est fragile par rapport à cette crise sanitaire. Côté positif, à la fin du premier confinement, on se demandait si les clients allaient revenir dans nos établissements. On s'est aperçu qu'ils répondent présents, qu'ils ont envie de partager ce moment de convivialité dans nos établissements et que pour eux, on est essentiel. Et donc ça nous fait chaud au cœur et on est vraiment content de pouvoir rouvrir aujourd'hui. Votre restaurant est ouvert ce soir ? Ce soir, non, on commence demain, nous. Voilà. Bon, très bien. Ouais. Écoutez, on suivra ça évidemment avec beaucoup d'enthousiasme. Vous parliez d'accompagnement, vous parliez de rôle essentiel. C'est souvent celui de l'État et des institutionnels. Et je pensais évidemment au préfet de l'Hérault, Jacques Witowski, qui tout simplement nous décrypte l'accompagnement au quotidien dont a fait preuve l'État ici dans l'Hérault. On l'écoute. Une des réussites de la gestion de crise dans l'Hérault, ça a justement été notre capacité d'écoute, de compréhension et d'interaction mutuelle. Nous apportions côté État de l'information brute, mais en même temps nous en recevions et nous étions en capacité de répondre à un certain nombre de questions qui nous étaient posées de façon opérationnelle, voire à résoudre des sujets de gestion collective lorsque nous en avions la maîtrise pour pouvoir fixer des règles du jeu, si je puis dire, propres au département, et à pouvoir être extrêmement interactif et ne pas perdre plusieurs semaines à régler des choses qu'on pouvait régler dans un temps extrêmement court. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Lorsqu'on regarde les chiffres de l'année écoulée,
Au fond, notre perte économique sur l'année 2020 est importante. La baisse de chiffre d'affaires est à peu près de 2,8 milliards, c'est quand même quelque chose d'important, sur 45 milliards de chiffre d'affaires global. Mais lorsqu'on regarde avec les autres départements de la région Occitane ou plus largement ailleurs, la perte économique a été extrêmement supérieure. Et on voit que le département peut avoir lorsqu'on arrête un plan d'économie, évidemment le chiffre d'affaires chute, mais il repart très vite et repart beaucoup. Et plusieurs indicateurs sont intéressants en ce début d'année. D'abord, un indicateur qui ne ment pas, c'est la TVA. Elle est en forte reprise, y compris la partie commerciale, elle tire son épingle du jeu en dépit de ces données de stop and go. Donc c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Deuxièmement, la création d'emplois, où nous avons une création d'emplois qui était extrêmement attractive dans l'Hérault, puisqu'on était dans les 4 premiers départements créateurs d'emplois au niveau national, ne s'est pas démenti. Près de 7000 créations d'emplois cette année, sur un mois glissant, ce qui est quand même assez spectaculaire, et qui correspond peu ou prou à une perte d'emploi liée effectivement aux effets directs de la crise, mais avec un différentiel assez faible, puisque le différentiel était de 0,2% sur l'année pleine. Les constats que je fais me rendent plutôt optimiste. Ce que je voudrais dire à tous les entrepreneurs que vous êtes, c'est un grand merci d'abord pour votre mobilisation et votre combat de tous les jours pour garder l'emploi. Portez-vous bien et nous nous porterons tous collectivement bien. Mais sachez que l'État a fait son devoir auprès de vous. Vous connaissez les données. 5 millions d'euros tous les jours en ce moment sont dévolus aux entreprises hors PGE. Et nous avons été présents. Demain, il faudra que nous puissions tous ensemble repartir sur le monde d'après, de manière à, évidemment, sauvegarder l'emploi. Et sachez que la confiance mutuelle qui a été la nôtre et qui a permis, comme nous l'avons dit tout à l'heure, de passer cette crise du mieux que nous avons pu collectivement, doit perdurer parce que bien vivre ensemble, c'est aussi être créateur d'emplois et de richesses. Samuel Hervé, le préfet, dit que l'État a fait son devoir et que les dispositifs ont été nombreux. On veut bien l'entendre, mais est-ce qu'ils ont été efficaces, ces dispositifs ? Oui, assurément. On peut considérer que les dispositifs qui ont été mis en place n'ont aucune commune mesure d'ailleurs avec ce qui a été mis en place dans les autres pays industrialisés ou dans d'autres pays du monde et on ne peut que s'en féliciter. Et les entreprises françaises ont pu se saisir de ces dispositifs de telle sorte qu'on ne détruise pas le tissu productif, de telle sorte qu'on ne détruise pas l'emploi, en tout cas dans des proportions pas aussi importantes qu'on a pu la connaître dans d'autres endroits. Finalement, ça marque le retour de l'État-providence, n'en déplaise aux plus libéraux d'entre nous, mais au-delà de ça, ce qu'on peut retenir en termes de bilan, c'est que entre l'État et le monde de l'entreprise, il y avait parfois un climat de défiance, on sentait l'État inquisiteur, un État contrôleur, eh bien, on est passé dans un mode de collaboration et on a instauré un climat de confiance. Et j'appelle de mes voeux que ce climat de confiance perdure au-delà de cette crise et de ses effets. Alors vous le dites, en effet, les chefs d'entreprise ont le sentiment de bien avoir été accompagnés tout au long de cette crise. C'est le sentiment de Guillaume Ponseiller, il est directeur général du groupe Oxanté. Nous l'avons interrogé. L'État nous a franchement, pour le coup, apporté un soutien total. C'est-à-dire que d'abord, on a eu un mécanisme qui nous a permis, on va dire, de travailler totalement sereinement sur nos missions premières, qui sont les missions de prise en charge des patients, puisqu'on a eu un mécanisme qui s'appelle la garantie de financement. C'est-à-dire que durant la période où on nous a demandé de déprogrammer nos patients et nos prises en charge pour faire de la place aux patients Covid, tout en ne sachant pas réellement quel était le niveau de déprogrammation auquel on devait arriver. On nous a garanti le chiffre d'affaires, donc les recettes qu'on avait l'année précédente au terme d'une activité normale. Ce qui fait que du coup, forcément, ça permettait de ne pas trop réfléchir à la manière dont on allait pouvoir continuer à financer nos investissements, nos salariés, etc., etc. Mais si je me recentre effectivement sur le métier, c'était une période plutôt intéressante, dans le sens où effectivement on s'est retrouvé à gérer une crise qui nous a impacté comme moi je l'ai jamais connu, en tout cas au cours de mon exercice professionnel, et qui était quelque chose qui avait vraiment un caractère exceptionnel au sens littéral du terme. Et donc c'est vrai qu'on tout d'un coup on a retrouvé les vertus du management de proximité, aussi bien avec les encadrants qu'avec les équipes. Ce qu'on a l'habitude de faire, ça a été la même chose, mais multiplié par 2 ou par 3.
mais on a quand même déjà la base, je pense encore un peu plus dans le privé, où on a des tailles un peu plus petites. On est vraiment de toute façon à la base dans des nécessités de souplesse et d'agilité dans nos organisations absolues. Il a fallu réduire de façon drastique les droits de visite pour éviter les brassages de population. Quand vous avez des personnes qui ont 80-85 ans en soins palliatifs, en tout cas peut-être en fin de vie, et que vous devez expliquer aux familles qu'ils peuvent venir qu'à une personne une fois tous les 3 jours, c'est pas évident non plus. Hein. Donc bien sûr, après on essaie de l'aménager, il y a de l'humain derrière, donc on essaie de tenir compte des situations. Mais voilà, c'est tous ces à côté dans la prise en charge qui ont dû nous rendre encore plus agiles, encore plus souples, et avec en plus, je vous dis, des situations qui changeaient d'une semaine sur l'autre, où on nous demandait ou de monter le niveau d'intensité, ou la semaine d'après de le descendre pour s'adapter à l'évolution de la vague. Et là encore aujourd'hui, on est en train constamment d'adapter nos capacités pour tenir compte de la totalité des patients Covid et non Covid. Quito de Pavan, je vous laisse la parole. On a beaucoup entendu dans ces témoignages l'idée même de la prise de conscience. Des chefs d'entreprise qui prenaient conscience à la fois de leur fragilité et puis de la nécessité d'être soutenus pour porter à bien leur projet. Oui, c'est vrai que je crois que ça a été le maître mot. On s'est retrouvé très vulnérable. On ne s'attendait pas à cette crise. Pourtant, elle était quelque part imaginable, mais voilà, on n'a pas voulu la voir et on s'est retrouvé dans une situation qu'on ne pouvait pas imaginer ou qu'on n'a pas voulu imaginer. Et il a fallu se réinventer dans tous les domaines. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a une prise de conscience de la vulnérabilité. Et puis aussi le fait qu'il fallait peut-être changer certaines choses. C'est-à-dire que le mode de société dans lequel on vit depuis 30 ans, on a fait beaucoup de bêtises. Je crois qu'on s'en est rendu compte finalement dans cette période-là, et qu'il va falloir réinventer une nouvelle façon de fonctionner. Alors ça va prendre du temps. Voilà, mais je suis plutôt confiant là-dedans. On a déjà beaucoup progressé en 30 ans dans plein de domaines, et on voit que l'intelligence collective nous amène des solutions. Voilà, on a un gros problème, et finalement, on arrive à trouver des solutions. À chaque problème, une solution, c'est quand même pas mal. Alors, on a beaucoup parlé de dispositifs gouvernementaux, dispositifs d'État. Les aides ont été très nombreuses au cours de ces derniers mois. Les chefs d'entreprise, concrètement, ont pu le percevoir. Ils nous le racontent au micro de Midi Libre. On a eu 2 aides fondamentales pour nos entreprises. C'était le prêt garanti de l'État, pour nous aider à financer nos stocks et à faire vivre l'entreprise au quotidien, et le chômage partiel. Il y a un instinct d'adaptation qui se met en place, j'ai l'impression. Il y a une sorte de mécanique qui dit, voilà, on ne peut pas faire autrement, donc on ne va pas réfléchir, pas critiquer, pas se poser les mauvaises questions. On va faire, on va s'adapter, on va avancer. Et c'est ça qui s'est produit en fait. Le MEDEF nous a tout le temps maintenu et tenu au courant en fait de l'actualité de la crise sanitaire. Le MEDEF a communiqué sur le PGE auprès de l'ensemble des entreprises et nous a permis en même temps d'assurer des permanences. Pour les clients, on est passé de mode de visite commerciale en agence à l'utilisation amplifiée de toutes les applications et de tous les sites internet. Donc on a basculé dans la digitalisation. Les freins, notamment à la digitalisation, des freins à la communication se sont levés. Retour sur le plateau du JT du MEDEF en direct de Midi Libre. On va désormais ouvrir la séquence solutions. Alors on va ouvrir cette séquence solutions parce que tout au long de cette crise, il a bien fallu s'adapter, penser autrement, organiser différemment son entreprise. C'est le cas chez vous, Jean-Yves Deleuze, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur général de géométrie variable. Qu'est-ce qui vous a marqué pendant ces derniers mois? Qu'est-ce que vous avez découvert pendant cette crise? D'abord, géométrie variable, on est dans les RH depuis maintenant 20 ans. Et ce qui nous a marqué, c'est l'accélération du dialogue social dans les entreprises. On est passé d'un dialogue social de la confrontation à un dialogue social de la co-construction. D'abord sur la forme, parce qu'aucun texte réglementaire ne permettait d'organiser le dialogue social de manière digitale. Les CSE se sont organisés au-delà de tout ce qui était normes pour justement faire fonctionner le dialogue social. Et ça a permis quoi? Ça a permis en fait de réorganiser le travail dans l'entreprise, en particulier la mise en place du télétravail.
Donc ça, c'est quand même un vrai bel exemple que l'on a eu. Autre exemple quand même, 2019, c'est 2139 accords d'entreprise qui ont été signés. 2020, 2118 accords. Ce qui veut dire que le dialogue social, là encore, a permis de travailler sur l'organisation du travail, la mise en place de temps de travail aménagé. En fait, en bref, l'entreprise, avec ses salariés, a su s'organiser autour des contraintes qu'était cette crise. Un mot sur le télétravail, peut-être, a-t-il atteint ses limites selon vous ? Alors oui, probablement. En tout cas, ce que l'on observe aujourd'hui, c'est d'abord on a eu un télétravail subi, puisqu'on n'a pas eu le choix, on s'est tous mis au télétravail. Aujourd'hui, on observe qu'un grand nombre de salariés souhaitent aujourd'hui revenir en entreprise. Et donc, c'est une bonne chose parce que ça va aussi permettre, d'abord pour nous les patrons, mais également ça va permettre de poursuivre la négociation, puisque tout se passe autour de la négociation en entreprise avec les salariés. Je me tourne à présent vers vous, Fabrice Aubin, General Manager de Wall Street English Montpellier. Bonsoir. Bonsoir Olivier. Merci d'être avec nous. Alors, le maître mot de votre activité, ou en tout cas du confinement version 2020, c'est vraiment la réactivité, parce qu'en quelques jours, quelques heures, vous avez permis à quantité de personnes en France de pouvoir travailler. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est vrai qu'en mars dernier, quand on s'est retrouvé à être fermé administrativement, tous les centres Wall Street se sont retrouvés fermés, évidemment, comme beaucoup d'entreprises. Il nous a fallu réagir vite. Une fois la sidération passée, il a fallu trouver une solution. Et la chance que l'on avait, c'est qu'on avait en fait à l'époque une plateforme pédagogique avec Wall Street International qu'on aurait dû avoir là, maintenant, en 2020, 2021. Voilà, mais ce n'était pas prévu l'année dernière. Pour autant, donc, nous avons travaillé ardemment pendant 15 jours, fortement, avec nos équipes en national, en local, pour former les profs, pour travailler sur la technique, pour travailler sur l'informatique, parce que c'était un vaste sujet. Et puis, on a réussi à basculer, au bout de 15 jours, nos 20 000 apprenants. Donc, d'un point de vue, au départ, ils étaient tous en centre. Ils sont passés en digital. Donc, ça s'est fait en 15 jours. Donc, un vrai tour de force, c'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est vrai que cette plateforme rencontre un énorme succès auprès de nos clients. Aujourd'hui, nos centres réouvrent jour après jour parce que nos clients nous demandent, pareil, à revenir en centre. Parce que l'apéro-visio, c'est bien, mais aujourd'hui, c'est bien de revenir quand même dans les centres. Et donc, mais pour autant, nous aurons toujours cette plateforme. Et donc, ça sera, et nous, on le considère comme une réelle opportunité pour le développement de demain, pour le développement sur les différents territoires, pour une vraie opportunité aussi pour nos clients. Et donc nous avons, comme vous le disiez, une école à Montpellier, on en a une à Béziers, on en a une à Toulouse. On va ouvrir Perpignan cet été, on ouvre Narbonne à la fin de l'année. Et cette plateforme, qui a été élue meilleure plateforme au monde, donc l'année dernière, on va continuer avec, et ça va permettre à tous les clients en Occitanie de pouvoir, parce qu'on ne sera pas présent dans toutes les villes, évidemment, il n'y aura pas des centres Wall Street partout, mais ça va permettre à tous nos clients de pouvoir continuer à se former et en utilisant et en profitant de toutes les qualités de la plateforme et de la méthode Wall Street English. Samuel Hervé, on vient de l'entendre avec ces deux exemples, des exemples d'adaptation. Est-ce que vous estimez qu'on est en train d'assister ou on a assisté à une réinvention du modèle économique, ou il est bien trop tôt pour en parler ? Oui, il est sans doute trop tôt pour tirer toutes les leçons. On peut commencer à en tirer quelques-unes, de là à jouer les oracles et être dans une boule de cristal qui va nous définir l'avenir à 50 ans, sans doute pas. En revanche, ce que l'on peut dire, c'est que les secteurs qui ont été éminemment impactés et touchés par la crise ont su la surmonter à travers du dialogue social, à travers du télétravail, à travers la numérisation. Et finalement, ces thématiques-là, souvent, elles n'étaient pas abordées dans un certain nombre d'entreprises par défiance, par méconnaissance, parfois parce que on avait des fantasmes autour de ces sujets, notamment le télétravail. Eh bien, la question aujourd'hui n'est pas de savoir si on va passer au télétravail, la question n'est pas de savoir si on va se numériser, la question de savoir c'est quand on va le faire et comment on va le faire. Et d'ailleurs, à ce titre, je souligne que le MEDEF, aujourd'hui, c'est gré à l'État d'avoir lancé le plan de relance, mais ne milite pas pour un deuxième plan de relance. Aujourd'hui, ce qu'on appelle de nos voeux, c'est un plan de transformation pour accompagner les entreprises, notamment les plus petites, à s'adapter à tous ces changements qui s'annoncent.
Quito de Pavant, alors on l'a vu, beaucoup de nouveaux mots se sont installés dans le dictionnaire de la crise sanitaire, du confinement. Il y en a un qu'on cite à toutes les phrases, c'est agilité. Il faut être agile maintenant. On l'est partout, j'imagine. Oui, c'est certain. On voit bien que la nécessité, finalement, permet de bouger les lignes. Et c'est vrai qu'il faut être de plus en plus agile. C'est pas toujours facile, mais quand on est obligé voilà, de changer de fonctionnement, on voit bien que finalement, on y arrive. Donc je pense que c'était un constat qui est assez intéressant pour la plupart des entreprises, et la mienne en particulier. Vous vous rappelez de celui qui parlait des Gaulois irréductibles, des irréductibles Gaulois. Là, quand même, la France a montré sa capacité de transformation, de modernité tout de même. Que ce sera durable d'ailleurs. Voilà, on peut craindre ça, que le retour à la normale, si tant est qu'elle arrive, nous permette de changer un petit peu et puis d'estimer l'avenir un petit peu mieux que ce qu'on a fait pendant des décennies. Vous êtes très attaché à une thématique, celle de l'environnement, de la transition écologique. Est-ce que vous avez perçu, observé des changements d'appréciation sur ces sujets ces derniers mois ? Oui, parce que en fait, on s'est rendu compte, tout le monde, enfin pas tout le monde, malheureusement pas tout le monde, mais la plupart des gens se sont rendus compte quand même que l'impact environnemental de l'activité humaine nous amenait droit dans le mur. Voilà. Donc il faut faire attention, il faut faire différemment. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises, moi je l'ai remarqué avec mon projet, parce qu'on a basculé vers quelque chose de plus utile, parce qu'il y a eu un mot qui est terrible, c'est essentiel et non essentiel. Voilà. Dans l'économie, il n'y a rien de pire que ça. Voilà. Il y a des entreprises ou des gens qui sont non essentiels, c'est terrible. Pour le moral de ces personnes-là, c'est difficile. Et moi je fais partie des gens qui sont non essentiels. Voilà. Donc on a essayé d'être plus utile et de se tourner justement vers des solutions, ou en tout cas une approche environnementale pour essayer de sauver ce qui peut être encore de cette planète, et notamment planter des arbres. Et on a vu qu'il y avait beaucoup d'entreprises qui étaient très sensibles à ça. Les entreprises, c'est développer une activité, socialement faire en sorte que tous les collaborateurs vivent bien, mais c'est aussi se projeter dans l'avenir pour que l'avenir de nos enfants, nos petits-enfants, soit la meilleure possible. Alors, chaque action compte, chaque décision compte, et nombre de chefs d'entreprise dans l'Hérault l'ont bien perçu à notre micro. Ils nous expliquent comment ils ont tenté d'aider le quotidien ou d'améliorer le quotidien de leurs salariés comme de leurs clients. On les écoute. Durant cette période, on a mis en place des postes café digital en fait pour qu'il y ait des vrais moments de partage au sein des équipes. C'était animé par une office manager, on a créé des mini-jeux. Le tout, c'était de créer du lien entre toutes les équipes et continuer à avoir cet esprit d'entreprise malgré le fait qu'on soit en digital. Pour nos anciens qui étaient isolés chez eux, on a mis en place un numéro vert pour les accompagner à mettre en place des outils sur leur ordinateur pour qu'ils puissent être en lien avec leurs petits-enfants et leurs enfants. Donc nous nous sommes réinventés en créant un nouvel outil qui est tout simplement la vidéo. Nous avons fait filmer des biens en fait par une équipe de cinéma et grâce à cela, on a pu obtenir une offre d'achat uniquement avec une présentation vidéo. Pour apporter vraiment autre chose et d'apporter du quotidien, on a réussi par exemple à fêter Noël en visio. On a réussi, voilà, petit à petit, à créer quand même de l'émotion, créer quelque chose. On fait à la fois du présentiel et à la fois du distanciel, même sur un seul et même cours, un seul et même programme dans une seule et même classe. En moins de 5 jours, on a 95% des collaborateurs qui ont pu être équipés et qui ont pu être mis en télétravail. Donc ça a été vraiment un gros boulot de la DSI initialement, mais ça nous a permis ensuite de pouvoir répondre présent et d'être là pour nos clients. Retour sur le plateau du JT du MEDEF en direct de Midi Libre ici à Saint-Jean-de-Védas. On ouvre la séquence, les changements pour demain. Samuel Hervé, on a bien compris qu'on va devoir vivre avec ce virus encore quelques semaines, quelques mois, peut-être quelques années. À quoi peut ressembler notre quotidien, vous qui avez une vision globale sur l'entreprise ? D'abord, il va falloir continuer à vivre avec des masques, avec des vaccins, sans doute tous les ans, avec un pass sanitaire, ce qui permettra sans doute aussi de libérer l'économie, notamment l'économie de l'événementiel. Et puis, il va falloir repenser les organisations de nos entreprises, adapter des nouveaux modes de management. Voilà. Je pense aussi qu'il faut se garder de céder aux sirènes de la
relocalisation à tout craint, malheureusement, certains produits à faible valeur ajoutée, mass market, ne pourront pas être produits en France parce qu'on a un coût de production qui n'est pas compétitif. En revanche, les questions qu'on doit se poser, c'est réinvestir les secteurs d'activité qui relèvent de la continuité économique. La santé a été évoquée tout à l'heure et c'est important, mais également ceux de la souveraineté économique. Donc l'industrie pharmaceutique et la santé, on l'a évoqué, mais également le sujet de la sous-traitance aéronautique et automobile, la sous-traitance industrielle. Et n'oublions pas l'industrie agroalimentaire. On a été pendant trop longtemps déficitaire, il faut reprendre la main sur ces secteurs d'activité. Et là, pour le coup, l'État s'y emploie et à nous, chefs d'entreprise, de se mobiliser autour de ces sujets. Et en parallèle de cela, on peut noter tout de même que les entreprises qui s'étaient déjà numérisées avant la crise sanitaire ont mieux survécu à cette crise que les autres. Alors, bien évidemment, la résilience, l'agilité et le numérique doivent composer les ingrédients de la recette du monde d'après. Loïc Soubeyran, bonsoir. Vous êtes le CEO de Swile. Je voudrais qu'on évoque avec vous la question de la quête du sens dans les entreprises. On a beaucoup parlé tout au long de cette émission d'organisation, de fonctionnement, de télétravail, mais elle est où l'identité, elle est où la quête de sens pour des générations qui intègrent des entreprises? C'est un sujet que vous avez particulièrement abordé, appréhendé? Oui, je crois que cette crise, finalement, c'est un peu la crise de la prise de conscience. Ouais. Et a commencé notamment par les salariés. Je crois que les salariés, ce qui a été évidemment remonté, cette prise de conscience, c'est qu'on ne veut pas d'une vie métro, boulot, dodo, une vie professionnelle qu'on commence à 8h ou 9h du matin, qu'on finit à 17 ou 18h, et on espère peut-être arriver à s'épanouir le soir ou le week-end si on n'est pas trop fatigué. Moi, je crois qu'au contraire, le travail, ça doit être un lieu d'épanouissement, et pour ce faire, il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience profonde et pas juste contextuelle à cause de la crise, que la performance sociale, c'est le moteur de la performance économique. Les employés, on appelle ça, dans le jargon professionnel, des ressources humaines. Les employés, ce n'est pas des ressources. D'accord, les employés, ce sont des humains qu'il faut considérer comme tels et qu'il faut accompagner, qu'il faut chérir, parce que si vous le faites en tant qu'employeur, ils vous le rendront au centuple derrière. Donc c'est vraiment dans l'intérêt de tous qu'il y ait cette prise de conscience et que les entreprises doivent aller au-delà justement de leur mission, de leur simple mission de rentabilité. Et il y a un enjeu social et sociétal derrière. Ça nécessite tout de même un choc managérial quand même des managers, hein. Ah ben non, mais c'est flagrant. Mais en fait, le problème, c'est qu'il y a encore beaucoup trop de toxicité liée au manque de confiance. En fait, on a peur. Vous en parliez tout à l'heure, le télétravail. Certaines sociétés ont réussi à s'y mettre, d'autres non, mais essentiellement par manque de confiance, parce qu'on a peur que la personne fasse rien derrière. Toutes les études ont prouvé qu'au contraire, justement, parce qu'il y avait cette possibilité, les employés travaillaient encore plus. On a parlé de la Zoom fatigue. La Zoom fatigue, c'est vraiment ça, c'est vous travaillez encore plus, vous êtes encore plus productif en télétravail que quand vous êtes au bureau. Donc ça, il faut qu'il y ait... Donc moi, je crois que le meilleur des mondes, c'est un monde hybride, d'accord, où on va savoir justement être pragmatique, écouter les aspirations des employés, écouter les besoins des employeurs, avoir un dialogue constructif, mais avec un sous-jacent de confiance extrême. Donc on évoquait tout à l'heure l'évolution du dialogue social, c'est l'évolution aussi des relations sociales qui doit être sur la table. Complètement. Mais c'est encore une fois basé sur la confiance. Merci. Ophélie Labourie-Barthès, bonsoir. Vous êtes la présidente et cofondatrice de Myriagone Conseil. Vous avez une question assez simple dans ce contexte d'incertitude. Est-ce que les entreprises peuvent encore se permettre de prendre le risque d'innover ? Ah ben oui, l'innovation est un incontournable. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est l'innovation ? L'innovation, c'est saisir une opportunité pour créer ou modifier la valeur ajoutée d'un produit, d'un business model ou d'une méthode de management. Et là, toutes les PME doivent s'autoriser à innover. Pour cela, en fait, il faut qu'elles se révèlent et qu'elles cultivent leur potentiel. On l'a vu, l'agilité, elles savent fonctionner en réseau et surtout, c'est apprendre de leurs erreurs. Et donc là, il faut que le chef d'entreprise ait conscience que l'innovation est à sa portée, que c'est un véritable levier de croissance. Et pour cela, il peut s'appuyer sur 3 principes. Premier principe, c'est l'inspiration. Donc pour cela, nous, au MEDEF, on a créé le groupe, un groupe Renaissance, Repenser les organisations, que j'anime. Et on a des intervenants issus de l'anthropologie, du biomimétisme. Ensuite, c'est prendre de la hauteur, se demander pourquoi je veux innover. Et enfin, c'est la co-construction avec ses clients
et avec ses équipes. Et en s'appuyant sur ces 3 principes, en fait, le chef d'entreprise, il se crée les véritables conditions pour une bonne reprise d'activité. Merci beaucoup Ophélie Labourie-Barthès, merci beaucoup Loïc Soubeyran. On va accueillir nos 2 derniers invités, Arturo Del Rio et Béatrice Mortier. Quito de Pavan, peut-être je vous fais réagir, on a utilisé 2-3 mots, inspiration, co-construction, confiance, ça c'est des mots positifs en cette période de crise si difficile. Oui, moi personnellement je trouve que la période est vraiment, vraiment sympa hein, parce que ça nous permet de réfléchir à plein de choses que voilà, on a mis sous le paillasson pendant des années. Ce virus a été formidable. Voilà, quelque part il a finalement anéanti quelques guerres, il a fait du bien à la planète et puis il nous a fait réfléchir, je trouve que c'est pas mal. Alors, on va réfléchir avec vous aussi. Arturo Del Rio, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de la STEAM. On évoquait tout à l'heure le nouveau vocabulaire, le nouveau vocable dans cette crise sanitaire. Alors, il existait auparavant, RSE, mais là, il s'est enrichi, fidélisé, structuré dans les entreprises. Comment on le fait vivre concrètement, ce mot-là, ce vocable-là ? Alors, les vocables, j'ai l'habitude de les démystifier en disant que c'est que du bon sens qu'on applique à l'entreprise, à toutes les relations avec les parties prenantes de l'entreprise. Et on arrive à les traduire tout en faisant attention tout simplement à une éducation, à des principes de base que nous, on connaît tous, chefs d'entreprise, salariés, toutes les parties prenantes les connaissent. C'est respecter un peu la bienveillance, respecter un peu la confiance. On a beaucoup parlé de confiance et c'est un mot d'ordre au sein de notre entreprise. Est-ce que c'est... On en parle, vous en parlez comme vous respirez, si je puis dire, mais ce n'est pas si simple à mettre en place quand même. C'est un peu nouveau dans ces entreprises-là. C'est un peu nouveau quand on les prend du haut, quand on les prend de la base. C'est très simple parce qu'on applique tout simplement ce qu'on aimerait bien qu'on nous applique à nous-mêmes. Quand on parle avec un fournisseur, avec un candidat, avec un client, on doit parler de la même manière et on lui doit exactement les mêmes traitements qu'à l'environnement, qu'à la société, qu'aux écoles, qu'aux étudiants qui viennent chez nous. Loïc Soubeyran parlait tout à l'heure de confiance. Est-ce que vous dites vous-même que les salariés sont dans l'attente de ce type de nouvelles méthodes et donc souhaitent aussi collaborer sur un projet collectif ? Complètement. Et j'ai la chance de présider cette entreprise qui est vieille de 35 ans, avec une ancienneté de la majorité des salariés qui est là, qui est pesante, mais ils sont en attente et ils sont moteurs. Moi, je renvoie ce que je reçois de toute l'équipe. Merci Arturo Del Rio. Béatrice Mortier, bonsoir. Vous êtes directrice régionale d'ICA de promotion. On parlait d'attente. Alors, les salariés sont dans l'attente de nouveaux espaces, nouveaux modes de vie. Vous confirmez cela, ces tendances ? Alors je pense qu'effectivement il y a une révolution pour tout le monde, c'est-à-dire qu'on a passé beaucoup de temps chez soi, un petit peu contraint ces derniers mois, mais en tout cas la démarche de fond, c'est la démarche de qualité de vie. Donc la qualité de vie au logement, bien sûr, dans son logement où la nature nous a manqué. Donc on se rend compte aujourd'hui que la terrasse, c'est absolument une pièce à part et il faut l'intégrer. Il faut intégrer beaucoup plus d'espaces verts puisque c'est une demande de fond. Il faut que nos logements soient plus flexibles, plus adaptables. Il faut une pièce neutre qui aujourd'hui est un bureau, demain sera une pièce pour un bébé ou autre. Et puis, il faut surtout avoir des logements beaucoup plus inclusifs parce que c'est vrai que cette crise a laissé sur le côté une population fragile et qui a été malheureusement un petit peu abandonnée. Et donc, il nous faut plus de solidarité là-dessus. Alors ça, c'est le logement personnel. Comment ça se traduit dans nos bureaux, dans les bureaux ? Alors les bureaux, on y a été moins présents, mais on se rend compte qu'on a besoin de s'y retrouver, on a besoin d'échanger, on a besoin de construire ensemble. Et donc, il faut qu'on ait des espaces de travail extrêmement qualitatifs, des espaces de travail où on va échanger. Donc, à nous de reconstruire des espaces, parfois sur des espaces existants et parfois en créer de nouveaux. Alors le sujet aussi, c'est surtout aujourd'hui, est-ce que tous ces espaces ils existent ? Il y a des espaces de bureaux, il y a des espaces où on vit en centre-ville, mais on réfléchit à une lame de fond qui est plutôt de repenser la ville avec une vraie mixité des usages et se retrouver avec la ville du quart d'heure où, dans un quart d'heure à pied ou en vélo, on retrouve tous nos usages dont on a besoin. Travailler, vivre, consommer et puis aller au restaurant. Surtout. Merci Béatrice Mortier. Quito de Pavan, dites-nous ce que vous avez fait pendant cette crise sanitaire, parce que contrairement à beaucoup d'entre nous peut-être, vous étiez à l'air libre, à l'air pur, non ? Pas toujours, pas toujours. On a été confinés comme tout le monde. On a subi quand même pas mal de problèmes, notamment toutes nos courses qui ont été annulées, reportées. Donc une remise en question, un peu comme tout le monde, sur ce qu'on est, sur ce qu'on va devenir. Et puis on a relancé un projet, voilà, on a été agile et on espère que voilà, l'année 2021 en tout cas se présente plutôt pas mal.
Merci beaucoup Quito de Pavin, on a été ravis de vous avoir sur ce plateau. Samuel Hervé, quelques mots pour conclure ce JT du MEDEF, première édition. Oui Olivier, d'abord vous dire que trois sentiments m'habitent pour terminer ce premier JT. D'abord un sentiment de gratitude, vous dire merci Olivier Biscay et à l'ensemble des équipes du Midi Libre de nous avoir accueillis au sein de ce plateau, dire merci à nos partenaires, dire merci à nos grands témoins, merci à Quito, merci aux personnes présentes dans la salle, puis surtout merci à nos adhérents, merci à nos administrateurs, aux membres du bureau et aux équipes du MEDEF qui ont permis et qui permettent que le tissu économique local fonctionne. Le deuxième sentiment qui m'habite, c'est le sentiment de fierté parce que ça fait 5 ans que je conduis les destinées du MEDEF et que je suis ravi de pouvoir organiser un tel événement qui marque à quel point notre organisation patronale est dynamique. Et puis le troisième point, parce qu'on l'a beaucoup évoqué, on a entendu le mot de confiance et puis en avant tout, c'est l'optimisme. Alors je devais vous citer Sénèque, et bien j'ai changé, je vais vous citer Churchill. Allez-y, alors, on a trop tard préparé, mais allez-y. Exactement, et Churchill nous dit les pessimistes voient des contraintes dans chaque opportunité, les optimistes voient des opportunités dans chaque contrainte. Au MEDEF, on a choisi notre camp, celui de l'optimisme. Écoutez, c'est également celui de Midi Libre d'être très optimiste. C'est la fin de notre émission. Je vais remercier évidemment l'ensemble des participants, l'ensemble des partenaires, l'ensemble des équipes. Et je vous dis à très bientôt sur midilibre.fr et dans Midi Libre. Au revoir.